Bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle webconférence organisée par l'URSSAF, en sachant qu'aujourd'hui nous allons avoir cette webconférence sur la DSN, comment éviter les erreurs et préserver les droits des salariés. Vous allez pouvoir avoir avec moi un certain nombre d'experts qui sont autour de moi. Pierre-Sylvain Guély. Bonjour Pierre-Sylvain. Rania Abar. Bonjour Rania. Bonjour Agnès. Siam Laoulida, bonjour Siam. Bonjour. Et Florian Demel, bonjour Florian. Bonjour Agnès. Nous allons commencer cette webconférence. Bien sûr, vous allez pouvoir poser vos questions tout au long de la webconférence comme d'habitude. Nous avons bien évidemment des modérateurs qui sont là pour répondre tout au long de cette webconférence à vos questions et nous garderons un petit temps à la fin de cette webconférence pour répondre en direct à vos questions. Alors, nous allons commencer avec pour vous présenter ce sommaire. On va bien sûr aborder un certain nombre de sujets, chacun à votre tour, et on va commencer avec les données sociales de qualité pour bien évidemment les droits pour les droits sociaux des salariés. Ensuite, on va aborder une autre partie avec le parcours de la détection des anomalies. On verra également les contrôles, comment on va faire tous ces contrôles, et puis la DSN de substitution qui sera quand même le moment phare de cette présentation pour arriver jusque-là. Pierre-Sylvain, on va commencer avec vous. Je suis désolée en régie, mais j'ai pas du tout de retour. En fait, il va falloir que j'ai quelque chose. J'ai plus rien et merci beaucoup. On va commencer avec les données sociales, bien évidemment de qualité pour pouvoir avoir des droits sociaux. Alors on le sait, l'URSSAF est quand même très impliquée dans cette fiabilisation des données. C'est quelque chose de très important, non seulement pour bien calculer les cotisations, mais également pour pouvoir aussi faire une demande de paiement de cotisation fiable auprès des employeurs qui, de cette façon, pourront permettre à leurs salariés d'avoir vraiment des droits sociaux et des prestations également fiables de leur côté. Tout à fait, Agnès. La déclaration sociale nominative, la DSN, peut être considérée à première vue comme une simple formalité déclarative. Mais en réalité, c'est bien plus que cela. La DSN, ça constitue à la fois le socle du financement de la protection sociale, mais ça constitue également le socle des droits sociaux des salariés. Chaque mois, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque donnée transmise par les employeurs via la DSN irrigue véritablement le système social. L'assurance retraite, l'assurance maladie, les régimes complémentaires de retraite et de maladie, l'assurance chômage et bien d'autres acteurs, par exemple les organismes de formation. Autrement dit, chaque ligne de données transmise via la DSN a une incidence directe et concrète, je dirais, sur les droits des 28 millions de salariés. C'est par la DSN que l'assurance retraite calcule les droits de chacun à la retraite. C'est par la DSN que le régime complémentaire Agirc-Arrco valide les droits en points de la retraite. C'est par la DSN que l'assurance maladie calcule les droits à indemnité journalière. C'est par la DSN que France Travail calcule les droits chômage. Mais c'est également par la DSN que les caisses d'allocation familiale vont déterminer le montant de la prime d'activité. Donc on voit qu'il y a des conséquences concrètes pour chacune d'entre nous. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que une petite erreur, une omission, peut avoir une incidence importante parce qu'il y a nécessairement des effets en chaîne. Une erreur déclarative en DSN peut engendrer des ruptures de droits, notamment dans la validation des droits retraite par l'assurance retraite, par la validation des points par l'Agirc-Arrco. Une omission va potentiellement réduire les droits à l'assurance chômage d'un salarié. Et, concrètement, une omission en DSN peut avoir une incidence directe sur le versement de la prime d'activité aux salariés, donc versement assuré par la caisse d'allocation familiale.
Autrement dit, ces erreurs, ces omissions, il faut avoir en tête qu'elles ont une incidence directe sur les droits des salariés. Et donc, on comprend que la DSN n'est finalement efficace dans cet ensemble que si les données sont justes, sont complètes et qu'elles sont transmises dans les délais. Et c'est là, je dirais, que le rôle de l'URSSAF est absolument déterminant. Nous le savons, l'URSSAF, c'est un acteur central de la collecte des cotisations et contributions sociales, mais c'est également un acteur central puisque l'URSSAF est aujourd'hui un opérateur de la donnée sociale en tant que tel. Et dans ce cadre-là, nous assurons une mission de mise en conformité de la donnée sociale pour l'ensemble des acteurs, et ce, grâce à nos experts, grâce à nos contrôles qui sont ciblés et qui sont restitués en temps réel aux employeurs. Et je dirais, et c'est l'objet précisément de notre webinaire aujourd'hui, grâce à la DSN de substitution qui va permettre de valider des données qui seraient en anomalie, alors que ces anomalies ne pourraient pas être corrigées, je dirais, par l'employeur. Donc, nous avons un dispositif dans lequel l'URSSAF va jouer un rôle déterminant, c'est celui d'assurer finalement une acquisition des droits sociaux par les salariés dans un contexte juste, transparent pour tous les acteurs et qui va bénéficier à la fois aux opérateurs de la protection sociale, aux entreprises, mais également aux salariés. Voilà. Donc le message vraiment, Agnès, qu'il faut retenir, c'est que la DSN, c'est pas simplement un vecteur déclaratif, c'est un socle du juste financement de la protection sociale et c'est un socle d'acquisition des droits et de sécurisation des droits des salariés. Alors justement, on va revoir un peu cette chaîne peut-être pour les jeunes employeurs. La déclaration sociale nominative, donc la DSN, ça fait un peu plus de 8 ans que ça a été généralisé avec justement des évolutions perpétuelles et justement aller vers cette fiabilisation de plus en plus importante pour avoir toute la chaîne comme vous l'expliquiez. Est-ce que on peut reprendre justement un tout petit peu cette chaîne pour réexpliquer rapidement? Tout à fait. Alors je pense que ce schéma est clair, c'est-à-dire qu'on voit que l'URSSAF, en tant qu'opérateur de la donnée sociale, est en quelque sorte l'intermédiaire entre la déclaration réalisée en DSN par l'employeur ou le tiers déclarant et les salariés qui, eux, bénéficient grâce à cette je dirais, déclaration sociale de droits sociaux justes et complets. L'URSSAF, en fait, assure effectivement cette mission de vérification de la justesse et de l'exactitude des données. On a 140 types de vérifications qui sont réalisées tous les mois sur 2 millions de DSN et au bénéfice de 28 millions de salariés. Donc on voit que effectivement nous opérons en particulier pour des opérateurs de la protection sociale, l'assurance retraite, les caisses d'allocation familiale, mais également par exemple au bénéfice de France Travail. Donc on a un rôle effectivement très complet. Alors justement, on en parlait tout à l'heure et depuis le mois de mars, il y a eu cette généralisation toujours dans ce cadre de la fiabilisation et que les personnes qui doivent bénéficier de certaines aides puissent être sûres d'en bénéficier. Donc là aussi, on peut peut-être simplement réexpliquer, notamment par rapport à la prime d'activité, par rapport au RSA, comment ce qu'on a mis en place pour que ces données-là soient transmises de la manière la plus juste possible. Absolument, Agnès. On s'intègre et on est un acteur central effectivement dans le programme dit de solidarité à la source. L'URSSAF assure depuis effectivement le déploiement de la solidarité à la source, la fiabilisation au fil de l'eau du montant net social qui est une ressource de référence qui permet aux caisses d'allocation familiale de déterminer le juste montant versé aux salariés, alors tant sur le RSA, le revenu de solidarité active, que sur la
prime d'activité. Ce dispositif finalement qui vise à simplifier le versement des droits aux allocataires, eh bien, il ne peut être effectivement efficace que si ce montant d'aide sociale, il est véritablement fiabilisé au fil de l'eau et son exactitude, je dirais, garantie. Donc, on le voit, c'est un programme qui à la fois simplifie la vie des allocataires, mais également assure un juste accès aux droits à chacun et permet également de contribuer à la diminution des indus et à lutter contre effectivement les fraudes qui peuvent bien entendu exister sur ce champ. Et puis tout ça, ça peut être vérifié puisqu'en fait, les salariés peuvent voir ce montant d'une aide sociale sur leur bulletin de salaire. Tout à fait. Et les allocataires ont plusieurs voies pour consulter, je dirais, le montant d'aide sociale. Le montant d'aide sociale figure effectivement sur leur bulletin de salaire, figure sur la déclaration trimestrielle de ressources qui est pré-remplie. Et il est également consultable sur le portail numérique des droits sociaux qui est disponible pour tout un chacun, tous les salariés. Bien sûr. Merci beaucoup, Pierre-Sylvain. Merci. On va passer à une deuxième partie avec vous, Rania, sur le parcours justement de détection de ces anomalies. Alors un parcours très précis et qui justement est important de bien comprendre pour savoir à quel moment c'est détecté, comment on peut les régulariser et l'importance justement de pas se laisser embarquer en fait sur trop de temps. Bien sûr, Agnès. Alors, l'URSSAF, elle met en œuvre effectivement une détection d'anomalies au fil de l'eau. Ça présente effectivement plusieurs avantages pour votre entreprise. D'une part, parce que ça vous garantit un calcul juste du montant des cotisations que vous nous devez. Et on le voit aussi, si vous avez des anomalies, des erreurs qui se répètent tous les mois, ça peut avoir des conséquences effectivement sur le montant à payer auprès de l'URSSAF. Ensuite, on sait aussi qu'une anomalie qui est régularisée plus tôt, au moins le mois, est beaucoup plus simple effectivement à régulariser parce que vous pouvez avoir soit un lissage dans les périodes, soit effectivement la présence assez récente aussi des salariés qui seraient concernés. Donc voilà, donc on a effectivement ce point important qui, le fil de l'eau, présente des avantages effectivement pour vous. Et c'est pour ça effectivement que l'URSSAF l'a mis en œuvre. Alors justement, on va voir comment ça se passe et très précisément quels sont les comptes rendus métiers, puisque ça passe par des comptes rendus métiers qui vont être transmis et que les entreprises vont pouvoir justement voir pour pouvoir après corriger ces anomalies. Alors, pour mettre en œuvre une détection d'anomalies au fil de l'eau, l'URSSAF, depuis janvier 2023, s'appuie sur des comptes rendus métiers normalisés. Alors, on en a plusieurs, donc c'est un parcours qui s'enrichit et qui va encore s'enrichir en 2026. Tout d'abord, dès que vous déposez votre DSN, et dans les 4 heures, vous recevez un premier CRM. Ce CRM normalisé, donc à H+4 du DEBO, vous pouvez encore corriger, notamment sur des anomalies qui effectivement sont assez simples. Vous avez encore la possibilité de nous déposer une DSN à nul et remplace. Vous avez ensuite à J+5 de votre exigibilité un nouveau CRM qui, celui-ci, effectivement, l'URSSAF attend que vous puissiez corriger les anomalies qu'on vous présente sur les DSN suivantes. Dans ce parcours, on l'a enrichi cette année avec un nouveau CRM annuel de rappel. Certains d'entre vous l'ont reçu puisque celui-ci présente toutes les anomalies qui restent de l'année précédente non corrigées. Ce processus s'enrichit à partir de 2026 avec 2 étapes nouvelles. La mise en place par l'URSSAF de la DSN de substitution, donc on verra un peu plus tard dans quelles conditions, et un tout nouveau CRM qui est un CRM d'information à votre destination, un CRM post-substitution qui vous permettra d'avoir toutes les informations nécessaires. Alors, on va revenir juste un petit peu dans le détail avec les 2 premiers CRM, donc un où on peut encore faire de l'annulé-remplace et un après où il faut faire des blocs de régule sur les mois concernés. Alors, ces deux CRM, ce qui est important effectivement de retenir, c'est que, et c'est une demande forte que vous avez pu faire auprès de l'URSSAF, c'est que l'URSSAF vous transmet ces 2 CRM
y compris si l'URSSAF n'a détecté aucune anomalie. Ça vous permet aussi de vous garantir et de vous rassurer sur votre DSN, effectivement, ne comporte aucune anomalie et aucune anomalie n'a été détectée par l'URSSAF. Et effectivement, comme tu le disais, Agnès, une annulaire en place pour le premier, et si ce n'est pas possible, effectivement, c'est un peu plus tard dans la DSN suivante. Et là, on attend effectivement véritablement des corrections avec le lien aussi très fort, hein, puisqu'on le verra aussi tout à l'heure, mais Pierre-Sylvain l'a évoqué, sur les droits Bien sûr. de vos salariés. Donc ça, c'est les 2 premiers CRM qu'on Premiers CRM. connaît bien, qui sont mis en place déjà depuis un petit moment. Maintenant, ce fameux CRM de rappel qui a été émis pour la première fois cette année. Alors, on a vraiment souhaité le mettre en œuvre dès cette année. Alors, d'une part, pour que chacun puisse s'approprier, hein, ce nouveau CRM, puisque celui-ci, il a vocation effectivement à reprendre toutes les anomalies qui n'auraient pas été corrigées de l'année précédente. Par contre, il va évoluer, ce CRM, celui de 2026. On aura une nouvelle information puisqu'elle indiquera les anomalies qui sont potentiellement substituables, effectivement, hein, qui portent sur l'assiette brute plafonnée et qui, effectivement, vous demandent, et c'est là que c'est ce que vous voyez aussi à l'image, et on vous demande effectivement de les corriger pour que l'URSSAF, effectivement, n'ait pas à substituer. Mais vous verrez ensuite, effectivement, on rentrera dans le détail du processus de substitution. Alors, Grande nouveauté. l'hypothèse, voilà, dans l'hypothèse où l'URSSAF était amenée à faire la DSN de substitution, pour diverses raisons, hein, si effectivement les anomalies restent non corrigées ou que vous n'avez pas fait opposition, là aussi vous verrez tout à l'heure en détail comment faire, l'URSSAF émettra cette DSN de substitution et elle transmettra ensuite un CRM qu'on appelle CRM post-substitution. C'est un CRM d'information. Donc vous trouverez toutes les informations sur quel salarié est concerné, quelles données, sur quel montant que l'URSSAF a modifié. Et ça vous permettra, dans votre entreprise, de pouvoir faire le lien avec votre comptabilité, votre paye, etc., pour effectivement un peu aligner par rapport aux modifications que l'URSSAF aurait été amenée effectivement à faire dans le cadre de cette substitution. Donc beaucoup de CRM aujourd'hui. On va rentrer un peu plus du coup dans le détail des contrôles qui sont éligibles pour cette substitution. On va voir ça avec vous, Siam, et pour rentrer un peu plus dans le détail et savoir aussi quelles vont être les données qui vont être substituables, puisqu'en fait, ça va pas concerner toutes les anomalies, mais certaines pour commencer, si j'ai bien Bien cela, compris. Agnès. Alors, parmi les contrôles normalisés qui sont aujourd'hui déployés par l'URSSAF, 2 contrôles sont éligibles à la substitution, puisque cette substitution va concerner en fait l'assiette brute plafonnée, qui est aujourd'hui déclarée en DSN dans la rubrique 78. C'est la base assujettie code 02. Donc, cette assiette brute plafonnée, elle sert au calcul des droits à la retraite de vos salariés et de vos droits également. Et ces 2 contrôles ont pour objectif de détecter les écarts entre l'assiette plafonnée déclarée et l'assiette plafonnée qui est recalculée par l'URSSAF. Donc, il faut y prêter une attention particulière pour notamment éviter la substitution, mais surtout garantir et préserver les droits futurs de vos salariés. Très bien. Et donc, on va pouvoir rentrer vraiment dans le détail et dans les noms que vous allez vraiment expliquer. On est d'accord qu'on est bien sûr plutôt de la retraite, ce qui est vraiment important comme fiabilisation. Et donc, on va rentrer dans ces contrôles précis par rapport à cette substitution. Oui, l'objectif, c'est de vous expliquer le fonctionnement de ces contrôles qui sont identifiés sous 2 codes. L'UR-ANO assiette plafonnée DIPA 01I, qui est le contrôle applicable aux salariés mensualisés à temps plein. Et nous avons aussi l'UR-ANO assiette plafonnée DIPA 01J, qui est lui plutôt spécialisé sur les salariés à temps partiel. Donc, ces 2 contrôles sont restitués mensuellement via le CRM 120, c'est le CRM post-exigibilité, et ils sont restitués depuis le mois de mars 2025. Néanmoins, pour pouvoir recalculer correctement cette assiette plafonnée, ces contrôles sont en mesure de couvrir l'ensemble de l'exercice civil de l'année 2025. Et c'est cet exercice, ces périodes d'emploi, qui vont faire l'objet d'une substitution si les anomalies ne sont pas régularisées.
Donc, ces contrôles se déclenchent de manière automatique, donc à chaque exigibilité, à chaque DSN déposé. Nous sommes en mesure de recalculer cette assiette à partir des données qui sont actualisées, puisque nous consolidons les DSN initiales, mais également les DSN de régule, et ce qui nous permet d'appliquer les règles de régularisation progressive dans notre plafond et de vous restituer un plafond recalculé au mois le mois. Très bien. Donc, il faut bien retenir pour les temps pleins et pour les temps partiels, et avec le nom un petit peu barbare quand même à retenir, mais de bien comprendre cette partie-là. Quand vous dites le CRM 120, c'est celui qui arrive à J+5 maximum, c'est cela, juste. Celui-ci. Parce que là aussi, c'est très bien pour les initiés, mais peut-être qu'il y en a qui commencent justement à faire des DSN, et c'est peut-être un petit peu plus complexe à suivre tout de suite. Mode d'emploi. Les conditions de déclenchement et d'exclusion de ces contrôles sont présentées dans la matrice des CRM normalisés URSSAF qui est disponible sur le site Net Entreprise. Dans cette matrice, vous allez pouvoir également filtrer pour pouvoir tout de suite retomber sur ces 2 contrôles éligibles à la substitution, soit par leur code, soit par cette mention d'éligibilité à la substitution. Ce qu'il faut retenir au niveau des conditions de déclenchement de ces contrôles, c'est qu'elles sont essentiellement issues du bloc 40, c'est le bloc contrat, puisque nous allons mobiliser des rubriques telles que le code régime de base risque vieillesse. Le périmètre contrôlé en fait concerne les salariés qui relèvent de la CNAV, donc ce code est renseigné à 200 forcément. Les autres codes n'entrent pas dans le périmètre contrôlé. Nous allons également mobiliser des données comme la nature du contrat, l'unité de mesure de la quotité de travail ou encore les modalités d'exercice du temps de travail. Il faut savoir que nous avons également fait le choix d'exclure certaines populations de ces contrôles. L'exclusion se fait de manière automatique, également à partir des données qui sont déclarées dans la DSN. Et parmi ces populations, on retrouve les salariés bénéficiant de taux réduits, les salariés en situation de multicontrat, les mandataires sociaux ou encore les apprentis. Très bien. Donc, ça veut dire que pour cela, il n'y aura pas de contrôle pour cette année, en tout cas dans le cadre de la DSN de substitution. Oui, tout à fait. Alors, on a voulu avancer par étapes sur ce projet de DSN de substitution. Sur les périodes d'emploi 2025, on s'est concentré sur les populations qui nous semblaient, entre guillemets, simples à recalculer ou en tout cas qui n'avaient pas de spécificité particulière et aussi pour lesquelles nous avions les données disponibles en DSN pour assurer un calcul juste. Au fur et à mesure, nous réintégrerons les populations qui sont exclues et par exemple, les apprentis intégreront le périmètre contrôlé à partir du 1er janvier 2026. Oui, bien sûr, de toute façon, ces données sont quand même très importantes et c'est pas parce qu'il n'y a pas cette DSN de substitution cette année sur ces populations-là, sur ces publics-là, qu'il faut pas corriger les anomalies qui sont détectées parce que de toute façon, ça met forcément les droits sociaux un peu en péril sur là-dessus et que dans tous les cas, ça va arriver. Si c'est pas cette année, ça sera sur l'année suivante ou de manière très très proche en tout cas. Et puis comme ça, on peut s'habituer à faire des corrections d'anomalies au fur et à mesure. Et c'est un petit peu le réflexe qu'il faut avoir de ne pas laisser grossir ce nombre d'anomalies sans rien faire dessus. Alors, on va maintenant parler du recalcul qui est opéré par l'URSSAF, puisque ces contrôles sont en mesure de vous restituer, en cas de signalement d'un écart, le montant qui est recalculé par l'URSSAF. Donc, notre approche a été globalement d'essayer de traduire la réglementation en langage DSN. Et la réglementation, elle nous dit que pour calculer le plafond, il faut pouvoir aussi l'ajuster en fonction de la situation du salarié. On retrouve 2 types d'ajustements, ce qu'on appelle aussi la proratisation. La proratisation en fonction des absences non rémunérées des salariés, ce qu'on va appeler ici le prorata calendaire, qui va concerner les contrôles DIPA 01I et J, donc les temps pleins et les temps partiels. Et pour pouvoir opérer cette proratisation, en fait, on se base sur l'unité de mesure 40 qui est déclarée en DSN dans le bloc activité, le bloc 53. Et cette unité de mesure, en fait, elle correspond au nombre de jours calendaires de la période d'emploi qui est pris en compte dans le calcul du plafond de la sécurité sociale. Donc, c'est la donnée que vous nous déclarez.
Cette donnée, elle a été rendue obligatoire depuis le 1er janvier 2025. Et si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur les consignes déclaratives et prendre connaissance également de cas d'usage, nous vous invitons à prendre connaissance de la fiche consigne DSN numéro 2713, qui est donc disponible sur le site Net Entreprise. Alors, on peut juste en reparler maintenant. Il faut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises à disposition quand même aussi pour les employeurs et pour les tiers déclarants qui s'occupent des DSN. Que ce soit sur Net Entreprise, que ce soit sur ursaf.fr, avec des fiches techniques, avec un guide complet qui est mis à jour très régulièrement. Donc, bien évidemment, ce sont vraiment des supports sur lesquels il faut s'appuyer pour pouvoir continuer à bien gérer ces anomalies et bien les corriger. Alors, il y a une autre partie du calcul qui concerne en fait la proratisation contractuelle pour les salariés à temps partiel. Et cette fois-ci, on va mobiliser d'autres rubriques du bloc contrat qui sont les rubriques quotité. Donc la quotité du contrat, la quotité de travail de référence de l'entreprise et également les heures complémentaires qu'on va retrouver en bloc 51. Il faut savoir qu'une seule incohérence entre les données que l'on vient de vous présenter et l'assiette plafonnée que vous déclarez suffit à générer une anomalie DIPA01I ou DIPA01J. Oui, alors c'est ce que disait Pierre-Sylvain tout à l'heure, c'est qu'effectivement, une toute petite anomalie peut avoir des conséquences vraiment importantes sur toute la chaîne, d'où vraiment vraiment le fait d'être très, très concentré et d'être très attentif à tout ça. Et on le voit tout au long de cette présentation qu'il va falloir bien intégrer toute cette partie-là. Or, justement, on va quand même pouvoir aussi, dans certains cas, donner des informations pour corriger ces anomalies et donc on va voir comment on peut les éviter et éviter peut-être cette DSN de substitution du coup. Alors pour éviter les anomalies, en fait, on vous invite fortement à déclarer correctement cette unité de mesure 40. Il faut éviter les valeurs par défaut, puisqu'on les voit aujourd'hui en DSN, une unité de mesure qui est renseignée à 0 ou avec un nombre de jours qui correspond au mois. Donc forcément, ça va générer un écart avec l'assiette plafonnée qui est déclarée. Vérifier la cohérence des données du bloc contrat. On a pu également constater pour des salariés mensualisés en contrat court qu'ils étaient déclarés à temps partiel et que cela ne représentait finalement pas la réalité de leur situation contractuelle. Et il faut également intégrer les heures complémentaires au calcul et les rattacher au mois de leur prise en compte dans le calcul des assiettes de cotisation. Mais s'il y a un seul bon réflexe à avoir, c'est de corriger au fil de l'eau les anomalies, qu'elles soient substituables ou non substituables, certes pour éviter la substitution, mais aussi et surtout pour sécuriser les droits des salariés. Merci beaucoup. Quand est-ce qu'on va corriger ces anomalies? À quel moment? Et qu'est-ce qu'on peut avoir comme aide aussi de notre part, de la part de l'URSSAF, pour justement aider encore plus les employeurs pour arriver à ne pas laisser ces anomalies grossir et que le nombre soit le plus petit possible? Alors, l'URSSAF met à votre disposition un outil sur votre espace en ligne qui est Suivi DSN, qui vous permet de visualiser les anomalies par établissement, par typologie d'anomalie. Vous accédez aussi à l'origine de l'anomalie, le détail, et à une aide interactive qui vous accompagne pour pouvoir détecter finalement la cause du problème. Pour corriger les données finalement qui sont en erreur. Comme on l'a précisé, c'est un contrôle qui s'exécute post-exigibilité. Donc, il n'est pas possible de faire une DSN annulaire en place. Les régularisations vont forcément être portées sur la DSN du mois suivant ou des mois suivants. Et il faut veiller à bien rattacher les corrections à la période d'emploi concernée. Oui, ça c'est comme d'habitude en fait, tout ce qui est bloc de régule en fait, on le fait vraiment sur la DSN suivante et positionné sur les mois vraiment à chaque fois concernés. Ça c'est vraiment important. Autrement, là aussi, il y a un déséquilibre dans la chaîne, on va dire. Ce suivi DSN, on le retrouve sur l'espace en ligne, c'est très facile, hein, ça fait partie du menu, c'est vraiment quelque chose que l'on peut avoir très rapidement à disposition. Donc, il n'y a pas besoin d'installation particulière. Et une fois qu'on est dedans, on va juste détailler un petit peu peut-être les écrans pour montrer justement où on peut le trouver et qu'est-ce qu'on peut avoir comme aide encore
une fois qu'on a déjà été sur le suivi DSN. Alors, on vous a mis à l'écran, en fait, la vue suivie DSN pour une anomalie DIPA01I, donc un salarié à temps complet. L'anomalie apparaît sur le mois d'octobre. On est déjà un peu dans le futur, hein. Elle est rattachée, en fait, au mois le plus récent contrôlé. Et lorsque vous cliquez sur ce mois d'octobre, vous allez avoir accès à un diagnostic de l'anomalie qui va notamment vous présenter le tableau avec les mois en écart qui ont été identifiés en écart, la valeur qui a été déclarée et en face, la valeur qui a été recalculée. Ces éléments apparaissent également dans le CRM, hein. Voilà. Donc ensuite, on a une vue qui présente l'aide interactive qui vous permet par un jeu de questions-réponses de diagnostiquer les causes de cette anomalie et vous accompagner dans la correction. Ça, c'est important aussi. Et puis, on a aussi corriger ces anomalies. On peut aussi avoir un conseiller URSSAF Tout à fait. qui peut vous aider si vous n'arrivez pas à le faire tout seul. Et toujours par suivi DSN, donc en bas de la fiche diagnostic, vous voyez apparaître deux petites bulles. L'une qui vous permet soit de contacter votre conseiller URSSAF en remplissant un formulaire et en expliquant votre situation. C'est également par ce biais que vous pouvez vous opposer, hein, au calcul dès à présent, hein, pas forcément en attendant l'émission du CRM de rappel. Si vous estimez que le calcul n'est pas justifié, vous pouvez présenter la situation et elle sera analysée par votre URSSAF. Et vous avez également la possibilité de demander à être rappelé. Donc ça, c'est aussi quand même de la proximité et c'est aussi important de savoir qu'on peut avoir ce contact si pour mieux expliquer peut-être ou mieux comprendre simplement certaines anomalies. Merci beaucoup, Siam. On va passer avec vous, Florian, et parler de cette DSN de substitution de manière un peu plus technique peut-être. Et on va voir donc les principes et les objectifs dans un premier temps. Oui, merci Agnès. Alors, tout d'abord, qu'entendons-nous par DSN de substitution? C'est vrai qu'il est important, avant de s'intéresser au fonctionnement, aux règles qui régissent la procédure de substitution ainsi qu'à ses objectifs, vraiment à la définition. Qu'est-ce que c'est la DSN de substitution? Eh bien, la DSN de substitution, c'est un dispositif d'origine légale qui va permettre à l'URSSAF, au terme d'une procédure déterminée, de prendre la main, de corriger les déclarations sociales nominatives de l'employeur. En effet, l'URSSAF va pouvoir prendre votre place, se substituer à vous dans la déclaration de vos déclarations sociales. Alors pourquoi, on pourrait se poser la question, pourquoi aborder la DSN de substitution à ce stade de notre intervention? C'est vrai, sur un webinaire consacré à ce sujet. Bien sûr. Eh bien, précisément parce que l'ADSN de substitution, ce n'est pas un acte qui est isolé, ce n'est pas le fait du prince en quelque sorte, par lequel l'URSSAF décidera à un instant donné de corriger des données sociales, telle ou telle donnée de l'ADSN. C'est bien au contraire une étape qui s'inscrit dans un dispositif plus large qui a été décrit précédemment, de fiabilisation de la donnée sociale. Donc, l'ADSN de substitution va intervenir en effet au terme de ce processus de fiabilisation uniquement si les effets de la fiabilisation mensuelle n'ont pas produit les effets attendus, c'est-à-dire qu'aucune régularisation n'aura été réalisée par le déclarant. Alors, en termes d'objectifs, au niveau des objectifs qui sont assignés à ce dispositif, il y a un objectif important, principal, qui a été rappelé, qui est un objectif porté en elle-même par la DSN, mais qui est une sécurisation des droits des salariés. On a en effet une garantie de la qualité des données qui est réalisée par le biais de ce vecteur et qui va contribuer à sécuriser les droits sociaux. C'est le principal objectif de la DSN de substitution et c'est ce qu'il faut retenir, c'est la sécurisation des droits sociaux à laquelle la DSN de substitution va procéder. Alors, elle va se traduire par l'envoi aux organismes de données individuelles, aux organismes prestataires, sur la base desquels ces derniers vont pouvoir s'appuyer pour recalculer les droits, les prestations de leurs assurés. Voilà le principal objectif et il est peut-être également intéressant de rappeler que les corrections qui sont réalisées donc sur des données individuelles, données sociales individuelles propres aux salariés, communiquées aux organismes, vont également donner lieu à l'URSSAF, le cas échéant, à un recalcul des données agrégées et l'URSSAF en tirera des conséquences sur le montant des cotisations dues par l'employeur. Bien sûr. Alors, on va peut-être voir justement les étapes. Quelles sont les principales étapes et comment on arrive jusqu'à cette DSN? Oui, alors en matière, il y a 2 grands principes, hein, avant de rentrer dans le détail des étapes. Se dire que l'URSSAF agit dans un cadre réglementaire légalement défini, sur une procédure qui est bien déterminée, qui répond à 2 grands principes. Il y a une information préalable
importante qui a été rappelée via le CRM de rappel annuel, une Bien sûr. information préalable qui est indispensable avant de procéder à la mise en œuvre de cette procédure de substitution. Également, la possibilité qui est laissée aux déclarants de s'opposer, de contester les propositions de correction qui sont portées dans les CRM mensuels et dans le CRM de rappel annuel. Donc 2 points assez importants déjà à souligner. Après sur le récapitulatif, des différentes étapes que vous avez à l'écran, on a en mars 2026 la notification du CRM de rappel, annuel, et de mars à mai 2026, là, il y a 2 échéances, déclaratives qui vous sont données, soit pour régulariser les, anomalies qui ont été, notifiées et rappelées dans le CRM de rappel annuel, ou tout simplement pour vous opposer de manière motivée aux propositions de correction de l'URSSAF. Donc ça sera tout le temps, tous les ans, ce sera, au mois de mars, le CRM de rappel, 2 mois de délai, on va Voilà, dire, c'est la pour, faire procédure quelque chose qui est et prévue, c'est ça, tout à d'accord, fait. très bien. 2 mois de délai et puis entre mars et juin, il y a effectivement une obligation d'information en cas d'opposition, heu, de votre part aux propositions de correction, présentes dans le CRM de rappel annuel. Vous avez effectivement une réponse, de nos services qui vous sera adressée, bien une obligation d'information de l'URSSAF à laquelle, nous sommes tenus, Oui, donc c'est ce qu'on voyait toute la chaîne tout à l'heure avec Rania, pour, arriver jusqu'à cette information, finale, absolument. Alors, on peut se poser la question, comment formuler son opposition? bien C'est-à-dire sûr. concrètement, comment cela se passe? Alors, notre service en ligne suivi d'ASN a été évoqué là précisément. Suivi d'ASN va proposer à partir de mars 2026 un nouveau parcours, de nouveaux écrans. En même temps que la date de notification du CRM de rappel va s'ouvrir ce nouveau parcours dédié à la substitution dans lequel vous retrouverez l'ensemble des anomalies dites substituables et que vous pourrez sélectionner et au sein, pour lesquelles vous pourrez renseigner un motif, le motif de votre opposition. Très bien. Est-ce que, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe pour, l'employeur et ou, pour, le tiers déclarant? Puisqu'on le sait, beaucoup de tiers déclarants vont utiliser En effet. cette, cette possibilité de correction et avant Alors donc au niveau, donc en cas d'émission, dans l'hypothèse où il n'y aura eu ni régularisation dans les 2 échéances déclaratives, ni d'opposition acceptée, la URSSAF a bien évidemment la possibilité d'accepter les, motifs, d'opposition, de l'employeur, eh bien, il y aura une information via le CRM de substitution, ça a été rappelé sur les données qui ont été corrigées. Donc vous l'aurez également sur votre espace, en ligne suivi DSN. Sur ce parcours dédié à la substitution, les différentes anomalies corrigées seront présentes, donc vous pourrez en prendre connaissance via ce vecteur. Et vous aurez également une information sur votre espace en ligne indiquant qu'une correction de vos données a été réalisée et que celle-ci est susceptible, le cas échéant, d'emporter des conséquences en matière de recouvrement. bien sûr, c'est-à-dire que là, forcément, un peu dans chaque fois qu'on fait du recalcul, il peut y avoir 2 cas. Soit il va y avoir eu peut-être, un complément de cotisation à payer, soit peut-être il y aura eu un trop versé, donc des remboursements, ça existe aussi. Dans le cas d'un complément, de cotisation à payer, ça va se passer comment, Alors, concrètement? dans ce cas-là, il y aura une mise en demeure. On applique les procédures classiques de l'URSSAF, réception du CRM, post-substitution qui, indique les données corrigées et en cas d'impact, sur des cotisations, de révision du montant des cotisations dues à la hausse au titre des périodes couvertes par la substitution, là, l'envoi d'une mise en demeure avec, l'application du processus, nominal standard d'ouverture des voies de recours de 2 mois, devant la commission de recours amiable qui vous est, laissée donc, pour pouvoir contester cette, décision de substitution. Et donc c'est important ce que vous rappeliez Agnès, Mmh. la substitution, elle peut avoir lieu à la hausse comme à la baisse, hein. Dans certains cas, elle pourra donner lieu à remboursement, à votre profit. Bien sûr et simplement dire qu'il y a une mise en demeure simplement parce que, ben, les cotisations auraient dû être payées avant Mmh. et donc là, on arrive postérieurement, au final, à À la date d'échéance, l'exigibilité, absolument. et donc il sera possible aussi, dans certains cas, de faire une demande de remise de majoration de retard, on va dire un peu comme habituellement sur, ce genre de situation. Ça sera le même principe. C'est le même principe, il n'y a pas de procédé dérogatoire prévu pour la substitution qui s'inscrit vraiment dans nos règles, les procédures, réglementaires, habituelles. Très bien. On va peut-être prendre 2 exemples. Oui, Un exemple où, ben, l'opposition
on est OK pour cette opposition, et un où malgré tout, malgré la demande, elle peut pas être recevable. Dans certains cas, c'est toujours le même principe là aussi, et donc la DSN de substitution aura bien lieu. C'est cela. Alors, on peut commencer par l'opposition, le cas d'usage dans lequel l'opposition est acceptée par l'URSSAF. Donc vous avez quand même 2 vagues, c'est aussi important de le rappeler, on est sur un processus normalisé et l'envoi des CRM des CRM de rappel annuel va s'opérer 8 jours après la date d'exigibilité. Donc, 8 jours après le 5 Mmh. ou 8 jours après le 15. Donc dans cet exemple, sur un établissement avec une date d'exigibilité au 5, donc un envoi du CRM de rappel annuel 8 jours après, donc le 13. Le délai d'opposition de régularisation des 2 échéances déclaratives qui s'ensuivent à compter de cette date. Donc là, dans l'hypothèse, dans cet exemple, vous avez une opposition qui est formulée dans les délais, l'analyse qui s'ensuit par les services de l'URSSAF et qui considère que la demande d'opposition est suffisamment motivée. Donc il y a une acceptation de cette demande et ensuite on clôture le processus. On informe bien évidemment on vous informe, on informe l'employeur des suites qui sont réservées, donc là de l'acceptation de votre demande d'opposition. Ensuite, le processus se clôture. Avant de passer au cas suivant, ce qui peut être intéressant de rappeler, c'est que la substitution, c'est pas un bloc, ça s'effectue au cas par cas. Vous pouvez Oui. vous opposer à certains motifs pour tel ou tel salarié, Oui. régulariser pour d'autres. Dans certains cas, votre demande peut être acceptée ou ne pas être retenue, mais elle pourra se faire donc au cas par cas, une substitution sur une partie de vos anomalies et absence de substitution sur l'autre partie. Oui, ça c'est important aussi de voir que c'est pas oui ou non. Exactement. On est vraiment dans le détail et dans le fait de pouvoir analyser le plus finement possible pour savoir sur quoi on va pouvoir accepter ou tout ou simplement une partie. C'est vraiment l'objectif, comme on agit sur des données individuelles et que l'objectif est de Exactement. sécuriser les droits, c'est important de pouvoir cibler les bonnes données. Et donc dans le cas où on ne peut pas accepter cette opposition, Alors, on va prendre cet exemple-là. exemple, donc pour un établissement exigible au 15, donc de la même manière, l'opposition reste formulée dans les délais. Et donc là, on a de la même manière une analyse du caractère motivé ou non de cette demande d'opposition. En l'espèce, l'URSSAF va considérer que les motifs d'opposition n'étaient pas suffisamment heu, motivés pour pouvoir accepter cette demande et donc on va avoir effectivement la substitution qui aura lieu là au mois de juin 2026 et ensuite l'information postérieure à la substitution via le vecteur normalisé, le CRM post-substitution et ensuite, là, on est dans une hypothèse où, la DSN de substitution va donner lieu, à une mise en recouvrement, une substitution à la hausse, et donc la mise en demeure vous sera communiquée et pour procéder au recouvrement des sommes dues et donc ensuite ce délai de recours, de 2 mois s'ouvrira à compter de la réception de la mise en demeure. Oui, c'est beaucoup plus clair avec les schémas pour bien voir les temporalités. Rania, merci beaucoup Florian. On va revenir sur l'accompagnement de l'URSSAF et rappeler les grands principes. Alors, les grands principes, c'est vrai que sur la partie accompagnement, donc on l'a vu hein, dans le cas de la substitution, il y a effectivement un accompagnement dédié. Mais ce qui est important de retenir, effectivement, c'est plus globalement sur l'ensemble de détections que l'URSSAF est amenée effectivement à effectuer, des CRM qu'elle vous transmet, les informations que vous retrouvez dans le suivi des SN. Bien sûr, vos URSSAF vous accompagnent. Donc, à tout moment, vous pouvez effectivement aller dans le suivi des SN, compléter le formulaire. Alors effectivement, avec aussi bien identifier le nouveau parcours hein, qui sera mis en œuvre pour la DSN de substitution. Vous pouvez demander à être rappelé par un conseiller de l'URSSAF. Vous avez sur ursaf.fr et notamment sur la rubrique DSN un grand nombre d'informations, hein, que ce soit aussi des accès à des guides, des questions-réponses. Vous avez effectivement la possibilité aussi d'avoir des pages dédiées. Et d'ailleurs, vous en avez une très récente sur la DSN de substitution. Et ensuite, bien sûr, vous pouvez visionner un certain nombre de tutoriels hein, sur la chaîne YouTube de l'URSSAF, hein, d'ores et déjà, et quelle que soit la thématique, puisque c'est vrai que c'est plus globalement, pas uniquement sur un DSN de substitution, mais c'est au jour le Oui. jour, votre URSSAF est là pour vous accompagner. Bien évidemment. Et justement, on voit à l'écran ce tuto où on a repris les 7 anomalies principales que l'on retrouve post-DSN. Et c'est vraiment important de pouvoir aller visionner toutes ces aides finalement que l'on met au fur et à mesure.
Merci beaucoup à tous les quatre. On va prendre les questions que nos modératrices ont pu trouver dans vos demandes au fur et à mesure. Et on va commencer. Alors voilà, j'attendais la régie me transmettre ces questions. Alors, première question, la DSN de substitution remplace-t-elle totalement la DSN initiale ou seulement certaines données? Pierre-Sylvain, peut-être Alors, nous l'avons vu, la DSN de substitution, elle porte sur des contrôles qui se rapportent à l'assiette brute plafonnée, qui est la ressource de référence concernant le calcul des droits retraite. Donc effectivement, la DSN de substitution ne va agir que sur effectivement ce calcul de l'assiette brute plafonnée, à l'exclusion de toute autre donnée présente en DSN. Cela dit, vous recevez par ailleurs tous les mois et au travers également du CRM de rappel annuel un certain nombre de notifications d'anomalies qui vont porter sur d'autres types d'assiettes. Eh bien là, bien évidemment, ces notifications d'anomalies, elles doivent être étudiées, analysées et corrigées par vos soins parce que, on l'a vu, les autres données d'assiettes notamment, eh bien, ont aussi une incidence directe sur les droits des salariés. La DSN de substitution, telle qu'on l'a présentée aujourd'hui, c'est une première étape. Elle porte sur l'assiette brute plafonnée, Oui. mais à l'avenir, dans les années à venir, il y aura des évolutions aussi et elle aura vocation à s'étendre. Donc, il faut être effectivement très vigilant sur la qualité des données et donc sur les notifications que vous recevez de l'URSSAF. Et prendre vraiment ce réflexe dès le départ. Aujourd'hui, c'est uniquement sur la retraite. Demain, ça sera sur d'autres aussi. Absolument. Et si on prend ce réflexe, eh bien, ça permettra de pouvoir corriger plus facilement. On va prendre une deuxième question. Est-il prévu, comme pour les impôts, un flux descendant permettant d'intégrer la DSN corrigée par vos soins dans nos logiciels? Florian, peut-être? Oui, alors, c'est un peu différent de ce qui se passe au niveau des impôts. En termes de flux, je pense que c'est important de dissocier le flux qu'on va transmettre à nos partenaires, aux organismes prestataires, qui est là, et bien la DSN de substitution qui a vocation à leur être transmise, et les modalités d'information du déclarant, où là, on va passer par le vecteur normalisé, par le CRM post-substitution. Donc ça passe par ce canal-là, l'information, et donc après, il reviendra au déclarant de tirer les conséquences de ce qu'il a noté, de ce qu'il reçoit dans le CRM post-substitution pour pouvoir en tirer les conséquences en matière de paye. Mais il n'y a pas d'intégration automatique par un flux de l'URSSAF dans les logiciels de paye. Ça passe vraiment par le canal du CRM normalisé post-substitution. Merci beaucoup. On va prendre une troisième question. Alors, l'entreprise s'expose-t-elle à des pénalités en cas d'émission d'une DSN de substitution? Rania? Alors, on l'a dit tout à l'heure, si l'URSSAF était amené à émettre une DSN de substitution, s'il y a des conséquences sur le recouvrement, effectivement, ça sera assorti de majoration, mais classique sur les Oui. dispositifs que vous connaissez. Par contre, le fait même que l'URSSAF émette cette DSN de substitution, aujourd'hui, elle n'est pas assortie de pénalité. Il n'y aura pas de pénalité dédiée substitution. Donc, pour rassurer tout le monde, il n'y aura pas de pénalité supplémentaire sur la DSN de substitution. Oui, en clair, soit j'ai des cotisations à payer en plus et là, c'est le processus classique, soit c'est plutôt un remboursement et là, c'est transparent au niveau du montant à payer. Très bien. J'ai encore une question. Si je ne suis pas d'accord avec les demandes de correction des anomalies, comment faire? Siam, alors on en a déjà un petit peu Oui. parlé, mais on peut peut-être le On peut le rappeler. rappeler. Toujours grâce à notre service suivi DSN, lorsque vous accédez au diagnostic de l'anomalie, vous avez donc en bas de page la possibilité de compléter un formulaire et là, vous nous expliquez quels sont les motifs ou en tout cas les raisons qui justifieraient une erreur de calcul de la part de l'URSSAF. Et ensuite, elle sera analysée par votre URSSAF. Et si effectivement cette anomalie s'avère injustifiée, elle sera neutralisée. D'accord. Oui, ça, c'est ce que disait Florian aussi de son côté. Que se passe-t-il si une anomalie concerne d'autres droits sociaux, maladie, chômage ou prévoyance?
Pierre-Sylvain, peut-être? Alors, on l'a évoqué, Bien sûr. effectivement, on est dans un dispositif qui, encore une fois, ne concerne que le champ aujourd'hui des droits retraite. Et c'est essentiel puisque c'est une donnée qui va être directement, en fait, prise en compte, on l'a dit, hein, par l'assurance vieillesse pour le calcul des droits de chacun des salariés. Pour autant, la qualité des données de la DSN doit vraiment porter sur l'ensemble du périmètre, l'ensemble des types d'assiettes et des natures de cotisation. Et donc, il faut être absolument vigilant sur les comptes rendus métiers reçus, tant sur l'assiette, je dirais, que sur, par exemple, on l'a évoqué en début de présentation, sur le montant net social, Ouais. qui est une ressource de référence qui permet à la caisse d'allocation familiale de déterminer le montant en particulier de la prime d'activité. C'est une donnée qui a un impact, une conséquence directe pour vos salariés, et je dirais en temps réel, puisque, comme vous le savez, la prime d'activité, elle est versée, je dirais, au fil de l'eau et calculée au trimestre par les caisses d'allocation familiale. Voilà, donc vraiment, ce que l'on peut rappeler, c'est que l'employeur doit, dans tous les cas, procéder à la correction des données de la DSN qui sont en anomalie pour garantir, hein, les droits de leurs salariés. Alors, j'utilise un site web pour la création en ligne du fichier DSN. Comment puis-je apporter les modifications, régularisations liées au DSN de janvier quand j'ai oublié de vous adresser? Siam, peut-être sur cette partie-là? Oui. Alors, si vous avez identifié des erreurs dans votre DSN de janvier, donc il faudra régulariser ces anomalies sur votre prochaine DSN, par exemple la DSN des périodes d'emploi du mois d'octobre, et pensez bien évidemment à rattacher les rubriques que vous nous déclarez à la période d'origine de la régularisation. Pour les sites, il y a plusieurs sites. Alors, oui, effectivement, la personne indiquait qu'elle utilisait un site de génération en ligne, je crois, de DSN. Le plus simple, c'est de rapprocher directement de cette entreprise pour savoir comment procéder. C'est un peu comme tous les logiciels, en Oui, fait, où il vaut mieux aller voir avec les voilà. éditeurs pour savoir techniquement, en Voilà, fait. nous, on peut donner les grandes lignes, Oui. mais sur la partie technique, il Bien faut sûr. voir directement avec son prestataire. Très bien. Combien de rappels et sous quel délai avant l'émission d'une DSN de substitution? Alors, on l'a vu, on l'a un peu détaillé, on va juste le rappeler pour le repréciser, Florian, peut-être? Oui, alors on peut le rappeler, puis il y a deux réponses possibles à cette question. Il y a un rappel qu'on a évoqué en mars 2026, hein, qui recense Bien sûr. l'ensemble des anomalies persistantes sur l'année antérieure et les anomalies substituables qui sont identifiées comme telles. Et il y a également, c'est lié au fonctionnement des contrôles, qui sont des contrôles pluripériodes. Il peut y avoir plusieurs rappels en cours d'année. Là, les premiers contrôles ont été restitués aux déclarants en mars 2025. Si l'anomalie d'assiette a été notifiée en mars 2025 et qu'elle n'est toujours pas régularisée le mois suivant, bah, elle doit être rappelée. Bien sûr. C'est une anomalie glissante, donc elle pourra être rappelée plusieurs fois, X fois, jusqu'à décembre, si elle n'est toujours pas corrigée. Donc il peut y avoir, en fonction de la date à laquelle l'anomalie a été détectée et son absence de correction, X rappels, potentiellement 12 rappels au sein de l'année, dans la mesure où cette anomalie est rappelée chaque mois. Elle se déplace au fil de l'eau en l'absence de régularisation. Du coup, ça se cumule et en fait, quand on va faire, ces fameux blocs de régule qui sont toujours un peu, appréhendés, on va dire, si on le fait la première fois, beh, comme ça, on l'a plus. Si on attend 12 mois avant de le faire, il y aura beaucoup plus de perte de temps, en fait, de le faire en laissant traîner les choses, on va dire entre Mieux guillemets. d'agir le plus rapidement possible, Alice, en effet. Comment les salariés seront informés en cas de correction via la DSN de substitution? Ça peut-être, Alors c'est une bonne question, Agnès. ouais, Effectivement, l'information, je dirais, du salarié, elle relève en premier lieu de la responsabilité de l'employeur, dès lors qu'en fait, que la DSN de substitution a des conséquences, hein, sur sa paye bien sûr. et sur ses droits, finalement. Voilà, donc effectivement, il y a ce circuit d'information qui est, en premier lieu de la responsabilité de l'employeur, et c'est ça qu'il faut effectivement rappeler, aujourd'hui. Alors, une dernière question, peut-être pour Rania, celle-là. Qu'entendez-vous par opposition motivée? Alors, motiver, c'est effectivement donner toutes les informations, hein, nécessaires pour que l'URSSAF puisse, l'analyser. On l'a vu tout à l'heure, hein, Florian l'a rappelé, vous pouvez faire opposition
globalement sur l'ensemble des salariés ou vous pouvez effectivement vous opposer pour quelques salariés. Donc on a besoin d'avoir cette identification, quels sont les salariés concernés par l'opposition et les périodes. C'est pour ça qu'on vous recommande fortement d'utiliser le formulaire qui vous simplifiera effectivement la sélection de ces salariés, des périodes et effectivement, si vous voulez rajouter d'autres informations complémentaires pour que l'URSSAF puisse analyser cette opposition. De toute façon, toujours un peu le même principe. Plus la demande sera motivée, complète en tout cas, Complète. plus il y aura de détails et d'explications, plus ce sera facile pour l'analyser et peut-être donner une réponse positive à cette opposition. Écoutez, je crois qu'on arrive à la fin des questions. Je vais vous remercier tous les quatre. Je vais remercier les modératrices qui ont répondu à vos questions pendant cette webconférence, la régie bien sûr pour avoir permis cette réalisation et nous allons vous donner rendez-vous sur d'autres webconférences organisées par l'URSSAF très bientôt. Nous vous souhaitons une bonne journée. Merci Agnès. Au revoir. Bonne journée.